Bonne dégustation. Les deux mains sur la table, un podcast en immersion avec Frédéric Roux. Dans cet épisode, je vous emmène à Asnières-sur-Seine chez Saison, à la rencontre de Frédéric Triquet et de son fils Simon. Ici, la cuisine se construit à deux, mais surtout avec leurs producteurs, au rythme des saisons justement, et du vivant. Bonjour. C'est quoi l'histoire du lieu, Frédéric ? L'histoire du lieu, c'est que c'était autrefois des bureaux, de petits bureaux. Et puis mon prédécesseur dans ces lieux l'a transformé en atelier. Il faisait des ateliers de cuisine, puis ça, à force de faire des ateliers de cuisine, ça s'est terminé par être un restaurant, en fait, qui était plutôt une table d'hôtes. Une grande table, et prenait des groupes, etc. Et puis, quand moi j'ai repris, j'ai voulu le transformer en restaurant, avec des tables de deux, pas seulement la table d'hôte, etc. Et ça s'est fait en 2017. Donc en fait, c'est un restaurant depuis 2012 à peu près. Et avant, ça n'existait pas. Ça fait 9 ans, on fêtera notre 10e année en 2027. Et on est, bien qu'on soit dans un quartier qui n'est pas du tout passant, ça tourne bien, on a une clientèle régulière, on a encore des nouveaux clients. Je me demande toujours comment ça se passe, que les clients viennent comme ça, tout seuls. Mais voilà. Donc, il y a plein de raisons, on va en parler tout le long de notre discussion de la journée. Toi, tu es d'Asnières, tu es d'ici ? Alors moi, je suis de la commune voisine qui s'appelle Bois-Colombes, donc je suis en voiture 5 minutes et à pied 15-20 minutes. Donc oui, ça fait maintenant presque 30 ans que j'habite dans ce quartier-là. Donc c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai pris ce lieu, parce que je voyais bien qu'on n'avait pas une offre de restauration très... Le problème de la banlieue, c'est ça, c'est qu'on trouve beaucoup de restauration rapide, des trucs un peu standards, mais une restauration un peu de qualité, un peu incarnée, un peu personnelle, il n'y en a pas tant que ça. Et donc j'étais pas très inquiète sur le fait que, bien qu'on soit pas très bien placé, ça puisse fonctionner. On va dans la rue rapidement là ? Oui, bien sûr. Il y a quelques voitures qui passent, mais c'est pas grave. C'est une rue qui est très résidentielle en fait. Tout à fait, c'est une rue résidentielle dans laquelle il y a quelques immeubles, beaucoup de maisons particulières, typiques de ce quartier d'Asnières. Je dis toujours que les deux seuls commerces qu'il y a dans cette rue, c'est le commissariat de police et nous. Donc ça vous donne une petite idée de l'activité commerçante de la rue, c'est-à-dire très faible. Par contre, on est vraiment tout près du marché. Le nom du restaurant, c'est Saison, et le sous-titre, c'est Cuisine du marché. Parce que quand j'ai ouvert, clairement, physiquement, j'allais au marché. C'est-à-dire que maintenant, je ne le fais plus parce qu'on a développé suffisamment pour avoir trouvé le moyen de se faire livrer. Mais les premières années, j'allais au marché, chez mon maraîcher, et je revenais avec mon panier plein. Choisir le nom de Saison, c'est déjà un engagement fort. Oui, alors moi je suis pas issue de la cuisine classique. Non, et on va en parler juste après voilà. ça. Et donc pour moi c'était évident que ce serait une cuisine fraîche de saison avec des produits qui seraient pas anonymes. Voilà. Après, au fil du temps, j'ai fait évoluer un peu ma doctrine, on va dire, mais déjà ça c'était une base. Et puis je trouve que dans un environnement, faut faire travailler les gens qui sont autour de vous, parce que moi je dépense pas un rond en marketing, parce que je pense que pour des petits établissements comme les nôtres, c'est pas ça qui fait le succès d'un restaurant. Mais par contre le bouche à oreille, oui. Et combien de fois notre maraîcher a parlé de nous aux clients du marché, donc les gens qui sont à côté. Donc on travaille beaucoup avec la proximité, et finalement le bouche à oreille fait son travail comme ça. Et puis justement là, j'ai voulu qu'on soit dans la rue pour démarrer un peu ce reportage, parce que comme c'est une rue qui est très peu passante, il n'y a que le bouche à oreille et la façon de travailler qui va faire venir des gens, j'imagine. Oui, principalement, en fait. Il y a encore des gens qui viennent et qui disent « Ah bah oui, on m'en a parlé, ça fait longtemps que vous voulez venir, et puis comme on passe jamais par là, on n'y pense pas. » Voilà, c'est un peu l'histoire de notre vie, si j'ose dire. Et après, il y a quelques hôtels dans le coin, mais très peu, donc c'est quand même, je dirais, à 80-90% le bouche à oreille qui fait son travail. Allez, viens, on rentre. Allez. Voilà, on vient de rentrer dans le restaurant à nouveau. Qu'est-ce qui change ici par rapport à un autre restaurant ? Donc déjà, tu l'as dit, par rapport à un autre restaurant à Asnières, tu as apporté effectivement peut-être un vent de fraîcheur, c'est ça ? Quelque chose de plus cuisiné ? Oui, alors quelque chose de vraiment cuisiné. Il y en avait déjà un bon restaurant qui faisait de la vraie cuisine, mais il y en avait, dans Asnières, je veux dire, il n'y en avait qu'un.
Et puis il y en avait un autre dans la commune voisine qui existe depuis très longtemps, mais voilà, il y en a vraiment très très peu, ça se comptait même pas sur les doigts d'une main. Donc c'est ça, la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un petit restaurant, et petit vraiment par la taille. On peut faire 18-20 couverts grand maximum. Ça fait quoi? Ça fait 20 mètres carrés à peu près? Ça fait 20-22 mètres carrés. À tel point que quand on a réaménagé, on a vraiment essayé de gagner des centimètres. On a réussi à gagner 4 couverts de plus en réaménageant la salle, mais c'est parce qu'on a reculé un comptoir de 20 centimètres. Donc vous voyez un peu, on est vraiment dans l'optimisation de l'espace au maximum. Donc ça surprend aussi un peu les gens parce que effectivement, quand ils voient la salle, ils regardent s'il n'y en a pas une autre derrière. Non, il n'y en a pas d'autre derrière. Et puis la troisième chose, c'est que la cuisine est ouverte, enfin elle est semi-ouverte, donc elle est vitrée. Les gens nous voient travailler. Dans une toute petite cuisine là aussi. Une toute petite cuisine, alors là aussi, qui a été refaite il y a 3-4 ans et qu'on a totalement optimisée pour perdre le moins de place possible, pas faire de gestes inutiles, voilà. Donc maintenant, on est bien organisé, chaque chose à sa place, on a trouvé notre rythme pour travailler efficacement et on aime beaucoup, nous, voir nos clients parce qu'au final, on les regarde manger pendant qu'on prépare et eux nous regardent travailler pendant qu'ils mangent. Et on aime beaucoup l'échange que ça permet parce que de fait, pratiquement tous les clients, en passant, ils disent un mot à la cuisine, ils disent ce qu'ils ont apprécié, parfois ils font des critiques, mais voilà. Donc on est vraiment au contact du client et on n'est pas à la salle d'un côté, la cuisine de l'autre, on est ensemble pour servir le client. Comme dans tous les restaurants, il y a une carte à l'entrée. J'imagine que quand on s'appelle saison, elle ne change pas que 4 fois par an? Non, elle change sur un rythme qui est à peu près de toutes les, on va dire, 3-4 semaines. Même si on fait des changements par roulement, en fait, parfois on change un plat, etc. Et puis, bien souvent, on a des compléments à l'ardoise. Et si un plat n'est pas disponible parce qu'on n'a plus la matière première, on ne va pas aller chercher la matière première à tout prix. C'est pour ça que sur le poisson, par exemple, c'est jamais indiquer quel poisson c'est toujours poisson du moment, parce que ça va dépendre de ce qu'on discute avec le pêcheur avec qui on travaille ou le marailleur avec qui on travaille. Donc il y a des changements un peu à l'intérieur même de la carte parfois. Mais oui, c'est l'idée. Alors ça a 2 avantages. D'abord, ça renouvelle fréquemment et nos clients qui sont du coin, ils savent qu'ils vont pouvoir trouver des choses différentes. Et puis pour les cuisiniers, c'est quand même plus agréable de travailler des produits différents et de changer de recette, etc. D'autant plus que notre carte est courte. Donc on a 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Hors de question de laisser ça pendant 3 mois sans y toucher. Justement, il y a un petit côté funambule donc de se dire on est à la merci presque des producteurs. C'est-à-dire que si le jour, il n'y a pas forcément tel ou tel viande, poisson, légumes, on est obligé de réagir tout de suite. Oh bah oui, tout à fait. Alors nous, ça nous motive plutôt, parce que ça oblige à être un peu créatif et adaptable. Donc, tout à fait. D'ailleurs, un bon exemple, c'est notre éleveur de pigeons. On a très souvent du pigeon parce qu'on a développé une très belle relation avec ce monsieur. Et bien en fait, le pigeon, on en a quand lui nous appelle et nous dit en ce moment j'ai du pigeon pour vous, est-ce que ça vous intéresse? Ah oui, c'est lui qui appelle directement. Et en fait, c'est plutôt lui qui m'appelle que moi qui lui passe commande. Et en fait, on s'organise comme ça. On fait ça aussi, une partie de la viande qu'on achète, on l'achète à un éleveur. Et donc, on lui achète des demi-bêtes ou des bêtes entières. C'est pareil, il ne met pas des bêtes à l'abattoir toutes les semaines. C'est un petit éleveur. Donc ça, c'est vraiment maintenant complètement ancré dans notre modèle. Donc, après, pour les légumes, c'est plus facile, mais pour tous les produits carnés ou poissons, oui, on s'adapte à ce qu'on trouve. Et ce n'est pas un problème, c'est même plutôt intéressant. Si on doit déjà résumer, parce que là on est vraiment au tout début de cet épisode, si on doit déjà résumer un peu la philosophie de Saison, c'est que c'est une cuisine déjà qui bouge très rapidement, mais surtout c'est une cuisine de produits, mais on peut dire que c'est une cuisine presque de producteurs, parce que beaucoup de restaurants, alors effectivement ceux dont on parle dans les 2 mains sur la table,
effectivement, ne travaillent pas de cette manière, mais beaucoup de restaurants vont effectivement dans une grosse entreprise bleue écrit en jaune, qui n'est pas l'autre qui fait des meubles, mais c'est un peu la même idée. En fait, toi, le lien avec le producteur est essentiel. Alors, le lien avec les producteurs est devenu de plus en plus essentiel. C'est déjà quelque chose qu'on avait dans l'ADN, on va dire, à l'ouverture, mais il s'est renforcé au fil des années, au fil de notre expérience également, et notamment après le Covid. Parce que pendant le Covid, on a fait un marché de producteurs pour aider les producteurs avec qui on travaillait à vendre leurs produits à des particuliers, parce que de fait, ce n'était pas leur clientèle habituelle. Et donc on a tissé des liens, et on n'a pas voulu que ces liens s'arrêtent là. On a voulu que ça continue. Et vraiment, de plus en plus, on a développé ce truc. Et aujourd'hui, si je devais changer le nom du restaurant, je l'appellerais peut-être plus cuisine du marché, mais je l'appellerais peut-être cuisine de producteur. Parce que maintenant, c'est devenu vraiment très fortement ancré chez nous. Bonjour. Vous avez une réservation ? En plus, ce qui est intéressant, c'est que sur ta carte, à la 2e page, dès qu'on l'ouvre, il y a la liste des producteurs. Oui, alors effectivement, ça j'y tiens beaucoup de mettre en valeur les producteurs. On n'a pas voulu le faire directement sur la carte parce que ça finit par être un peu intrusif et difficile à lire pour les clients. Oui, la dorade de Jean Michemuche. En fait, Jean Michemuche, personne ne le connaît. Oui. Donc voilà. Nous, ce qu'on veut vraiment dire à nos clients, c'est qu'on travaille avec des personnes dans une relation qui est vraiment incarnée. On ne travaille pas avec un grossiste, on n'est pas un numéro sur un bon de commande. Et eux ne sont pas un fournisseur parmi tant d'autres à qui on aurait serré les coups pour qu'ils nous fassent le moins cher possible. C'est pas du tout l'idée. Donc effectivement, sur la 2e page, on liste domaine par domaine tous les gens avec qui on travaille de façon régulière. Il ne s'agit pas de mettre un nom pour se faire mousser. Voilà. En fait, ça se faisait beaucoup sur le vin et ça se fait toujours. Et là, c'est finalement assez récent de mettre les producteurs avec qui on travaille. Parce que sur le vin, ça vient du domaine de Jean Michemuche, qui fait aussi du vin. Mais effectivement, sur les produits de base, ça n'existait pas, ou du moins très peu, il y a encore 10 ans, quoi. Absolument, mais parce que je pense aussi que tous les restaurants ne travaillent pas de la même manière et qu'il y a quand même beaucoup de restaurants qui considèrent leurs partenaires comme des fournisseurs, au sens où, comme dans une grosse entreprise industrielle, on irait faire des appels d'offres pour trouver le meilleur fournisseur au meilleur coût. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la personne, comment elle travaille, qu'est-ce qu'elle fait vivre comme type de paysage. Et moi, j'y tiens beaucoup. Quand je survole certains pays en partant, je pars rarement en vacances en avion, mais enfin ça m'arrive, et qu'on voit ces marées de cerfs en Espagne, etc. Pour moi, c'est une prise de conscience énorme. C'est-à-dire que de quel paysage veut-on, quel type de campagne veut-on avoir, quel type de paysans veut-on aider à vivre. Et moi, je ne suis pas intéressée à faire vivre des méga-fermes, de la culture intensive, etc. Donc on choisit des gens avec qui on a non seulement une bonne relation parce que leurs produits sont bons, mais une bonne relation parce qu'en tant que personne, on a noué une relation. Il s'est passé quelque chose. J'ai toujours dit, moi, le gars qui m'appelle 4 fois pour me mettre la pression pour savoir si je vais enfin lui commander quelque chose, déjà, c'est fini. On va s'arrêter parce que c'est pas le but. Il y a des liens humains, en fait, avant. Il y a des liens humains. Et ça, j'y tiens au moins autant que la qualité du produit. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que je me souviens d'un éleveur avec qui on travaille régulièrement, qui a eu à un moment donné des difficultés parce qu'il s'était fait lâcher par un restaurant étoilé qui n'avait pas eu la délicatesse de le prévenir qu'il allait changer sa carte. Et donc, du jour au lendemain, ils n'ont plus eu de commande, sans explication réelle. Bon, et donc, ils étaient vraiment pas bien. Et on a eu une discussion. Je lui ai dit, mais vous auriez dû m'appeler. Il m'a dit, comment, de toute façon, vous n'auriez pas pu m'aider. Je lui ai dit, mais bien sûr que si, on peut toujours trouver une solution. On aurait peut-être changé notre carte, on aurait peut-être trouvé des collègues restaurateurs dans le coin. Voilà, on peut trouver des solutions. Et moi, j'aime bien travailler dans cette idée-là. Et d'ailleurs, le meilleur retour qu'il m'a fait, cet éleveur, quelques semaines plus tard, il m'a dit, mais vous savez, la façon dont on travaille, en fait, vous faites vivre une famille. Et là, je me suis dit, waouh, je ne l'avais pas pensé comme ça, mais ça me va bien. C'est vraiment quelque chose qui me convient. En plus, faire vivre une famille, il y a une famille à côté de toi, là. Il y a Simon qui est ton fils. On va en parler un petit peu plus tard dans le reportage. Je veux dire, ça me parle. Il y a des liens familiaux, en fait, c'est ça. C'est vraiment deux familles qui discutent, quoi. C'est ça. Des liens familiaux au bon sens du terme, dans le respect et de chacun. Et bon, après, quand on peut pas, mais on fait vraiment tout ce qu'on peut pour qu'il y ait du respect et quelque chose de tenable, de pérenne. Voilà. On ne fait pas un coup en allant chercher un producteur qui va nous faire un prix. Voilà, c'est pas du tout l'intérêt.
Alors pour la table numéro 5, ce sera une entrée du jour, 2 plats du jour et un dessert du jour, s'il vous plaît. Chef. Simon, tu es en cuisine, toi, pendant que maman est au service. Exactement, c'est ça. Donc, toi, tu es le fils de Frédéric. C'est facile d'appeler sa maman chef? Ah, oui, bien sûr, pas de problème. Tant qu'on n'est pas à la maison, il n'y a pas de souci. En fait, vous avez deux rôles différents, quoi. Vous avez un rôle à la maison et un rôle ici, quoi. C'est ça exactement. Et pour moi, ça a été plutôt facile, puisqu'en fait, vu que j'ai commencé le métier sans formation à apprendre avec ma mère, il n'y avait pas de sujet à se prendre la tête, quoi. C'était fais ce que je te dis et basta, et moi, ça m'allait très bien comme ça. Est-ce que justement, elle est plus dure parce qu'elle est chef du restaurant que si elle était juste ta mère, ou alors justement vous oubliez complètement la question et ça n'entre pas en jeu tout ça, quoi. Le lien familial n'entre pas en jeu. Non, je pense que le lien familial n'entre pas en jeu. Je pense qu'elle est aussi dure avec moi qu'elle peut l'être avec n'importe quel autre employé du restaurant. Je pense que c'est aussi important quand on travaille ensemble de montrer que tout le monde est un peu traité, tout le monde est traité de la même manière. Et évidemment, par contre, vu qu'on est pas mal décisionnaires tous les deux sur tout ce qu'on fait dans le restaurant, là, il y a toujours un peu un truc qui rentre en compte. Le fait est qu'en plus, on a un peu la même vision de la cuisine, donc en fait, ça se fait tout à fait naturellement, tout ça. Quand tu dis donc que vous avez à peu près la même vision de la cuisine, est-ce que justement, toi, tu n'as pas absorbé juste la vision de ta mère, en fait, et que tu comprends peut-être mieux et apporter un plus à la vision de ta mère ? Oui, complètement, c'est complètement ça. Et moi, j'ai pris sa vision parce que je suis son fils, donc j'ai grandi dans sa cuisine et avec tous les plats qu'elle nous faisait à la maison, etc. Par contre, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu une formation qui a été plus longue que la sienne et où j'ai eu la chance de pouvoir aller travailler dans pas mal de restaurants, notamment quelques restaurants gastronomiques et étoilés. Donc, je garde cette base de vision de ma mère avec la technique et les autres choses que j'ai pu apprendre dans des plus grands restaurants et donc ça matche super bien et on arrive à faire de la cuisine aujourd'hui qui est assez belle quand même. On parlait de relations humaines, je pense qu'on peut pas dire mieux en ce qui nous concerne parce qu'avant 2017, toi tu étais RH dans une société. Alors avant 2017, oui, j'ai fait toute ma carrière en fait dans les ressources humaines, d'abord comme consultant dans un domaine assez technique et puis ensuite comme DRH dans un grand groupe. Et voilà, donc ça a été un changement de vie assez complet, mais pas du tout, tout à fait choisi et donc très heureux. Et ce côté humain justement dont on parlait juste avant, c'est un peu ce que tu as gardé de ton ancien métier, c'est-à-dire essayer de discuter directement avec les gens pour peut-être ou résoudre des problèmes ou fonctionner avec eux. Sans doute, parce que les métiers que j'ai exercés avant dans les ressources humaines, c'était aussi des métiers de relations. En fait, on dit ressources humaines et cas de relations, c'est pas toujours le cas. Il y a aussi plein de métiers techniques dans ce domaine-là. Puis il y a aussi plein de RH qui sont pas très bons dans la relation. Donc, moi, ça a toujours été un peu un moteur. C'est peut-être aussi un truc familial parce que je suis issue d'une famille nombreuse. J'ai toujours aimé les gens, j'ai toujours aimé la vie, on va dire, la vraie. Donc, c'était très naturel pour moi de rester dans un métier où la relation compte énormément. En tout cas, je ne considère pas le métier de la restauration autrement que comme un métier de relation d'abord. Alors bien sûr, il y a de la technique, bien sûr, il faut faire des bons plats, bien sûr, tout ça. Mais enfin, que ce soit avec l'équipe ou avec les clients, la relation a toute sa place. Là, je suis allé voir Simon en cuisine et il m'expliquait qu'effectivement, donc c'est toi qui avais commencé à faire de la cuisine, déjà à cuisiner à la maison bien évidemment, ensuite ouvrir le restaurant et donc il t'a rejoint et lui a appris tout le côté technique dans des lieux étoilés, etc., etc. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec son fils et justement de voir qu'on lui a donné une passion et qu'aujourd'hui vous êtes à égalité tous les deux dans ce restaurant, quoi? Oui, je dirais même que l'élève a dépassé le maître. Oui, parce que quand on a démarré, en fait, au départ, il est venu m'aider. Il est venu me donner un coup de main à un moment compliqué. Mais il n'avait pas du tout envie d'être cuisinier. Il m'avait même dit, mais je ne veux pas devenir cuisinier. Je lui ai dit, mais c'est pas le sujet. J'ai besoin d'aide, viens m'aider, tu as du temps, viens me donner un coup de main. Et puis en réalité, en étant en cuisine avec moi, il a aimé ça. Il a aimé le service, il a aimé l'adrénaline du service, il a aimé cuisiner. C'était quelqu'un qui était
déjà très intéressé par le goût, mais à titre personnel. Et là, il a accroché. Donc en fait, ça a été vraiment un métier choisi également pour lui, un peu par le hasard de ce moment où j'avais besoin d'aide. C'est très. Aujourd'hui, on est dans un mode de fonctionnement qui, moi, me convient parfaitement, parce que lui, il a apporté. Alors au début, il a apporté ses bras, puis après, il est allé se former. Il est quand même allé faire une très belle formation à l'école du CAS, et ensuite des stages, puis un emploi dans un restaurant étoilé, puis des prestations personnelles, privées, etc. Donc il a un peu roulé sa bosse, et donc sur le plan technique, il a appris plein de choses que moi, en peu de temps, j'avais pas, et avec mon expérience unique, personnelle, j'ai pas travaillé dans d'autres restaurants avant. Toi, tu t'es formée toute seule ? Alors moi, je me suis formée à l'école du CAS aussi, sur un programme de reconversion, donc il y a un programme court, donc très très bien, excellent programme, mais très court. Donc on ne peut pas tout voir et on ne peut pas tout acquérir. Et puis surtout, pas d'expérience dans un autre restaurant. Donc après, c'est que M. Jourdain fait de la prose, on apprend tout seul. Donc lui a apporté beaucoup, et puis il a mis à profit ce qu'il avait appris ailleurs. Il a aussi sa propre créativité, et ce qui fait qu'il avait des idées je lui ai laissé un peu de carte blanche à partir du moment où il est venu vraiment travailler à 100% chez nous. Et je lui ai dit, voilà, on avait un objectif qui était de monter en gamme, et je lui ai dit, c'est ta responsabilité. Et il a pris la main sur la carte, on est monté en gamme, ça s'est très bien passé. Il a donc formé un certain nombre de gens, parce que les équipes, ça tourne un peu aussi. Et c'est lui qui a la main maintenant sur la carte. Et donc, on discute. Parfois je lui dis oh non, ça je le sens pas trop, ou voire même je propose mes propres idées, mais fondamentalement c'est lui qui a le dernier mot sur la carte. Donc je pense qu'on a trouvé l'équilibre où chacun a vraiment son domaine de responsabilité, et on travaille en communication permanente, mais ce serait pareil, je pense, avec un salarié, si tant est que les relations soient évidemment très bonnes. Mais là, il y a du respect, il y a de la communication, et il y a chacun son domaine de responsabilité, donc ça marche très bien. Comment démarre la création d'un plat, justement ? Alors, tout à l'heure, tu m'as dit, il y a un producteur qui m'appelle en disant, voilà, j'ai ça en ce moment. Par exemple, là, en ce moment, il y a du pigeon, que j'aurai peut-être à table tout à l'heure. Comment vous imaginez la suite, vous ? En fait, très souvent, c'est qu'est-ce qu'il y a en ce moment parce que une fois qu'on a choisi le produit principal du plat, que ce soit un produit carné ou un produit végétal, ensuite il faut penser ce qu'on met autour. Et ce qu'on met autour, clairement, souvent, Simon me dit « je vais aller faire un tour au marché », parce que nous, notre maraîcher, il nous livre, certes, mais il y a des légumes qui apparaissent, qui disparaissent, voilà. Et on ne l'appelle pas pour qu'il nous envoie ce qu'on appelle dans le métier une mercuriale, en se disant tiens, on va regarder dans la liste des produits ce qu'il a de disponible. Non. Nous, on y va, on regarde avec lui qu'est-ce qu'il a, si c'est vraiment bien à maturité, si on peut, voilà. Et donc en regardant ce qu'on a à disposition, c'est là qu'on se dit voilà, on va associer ça avec ça, et puis on associe des saveurs plutôt rondes, plutôt acide, enfin on essaye d'avoir un équilibre dans le plat avec les produits de saison. Et c'est comme ça que ça commence. Et puis après, souvent, c'est en faisant le test qu'on va apporter des petits twists, des petites améliorations et la finalisation du plat. Parfois, on se dit c'est bien, mais il manque quelque chose, et on corrige, et on va apporter un petit détail, un petit condiment supplémentaire. La condimentation, c'est très important pour apporter un peu de relief à un plat. Dans la mesure où ça se passe bien dans 99% des cas, honnêtement, on n'est pas dans un truc où il y a, vous savez, dans certains restaurants, il y a le chef qui vient goûter ce que l'équipe a préparé, tout le monde est dans ses petits souliers pour faire goûter au chef. On n'est pas du tout dans ce genre de relation, ça se fait de façon très naturelle et très positive. Et puis quelquefois on fait juste des essais, on fait goûter à quelques clients réguliers, on dit tiens regardez, on a fait ça aujourd'hui, dites-nous ce que vous en pensez, et puis on a le retour direct, le client dit oh c'est super, bon allez hop on le met à la carte, voilà, c'est très fluide. Simon, je reviens vers toi. Tu as connu ta maman avant le restaurant, tu la connais maintenant, qu'est-ce qui reste d'elle et comment est-ce qu'elle a changé ? Il reste pas grand chose. L'ancienne RH ? En fait, exactement. Mais en fait, moi je l'ai surtout connu dans une vie avant le restaurant, j'ai surtout connu dans une vie de stress et d'énormément de travail.
avec des journées qui étaient presque aussi longues en fait qu'une journée d'un cuisinier qui travaille en coupure. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de stress et plus de travail ? Aujourd'hui, il y a toujours un peu de stress et toujours un peu de travail, mais le fait est que depuis qu'elle a ouvert son restaurant, on sent vraiment qu'en fait, elle fait quelque chose qui lui plaît et qui l'anime et qui la passionne. Elle travaille pour elle. Et elle travaille pour elle, et on a des retours clients qui, en plus, on a la chance d'avoir de bons retours clients, donc on a la satisfaction de faire les choses bien, elle est énorme. Et on la sent beaucoup plus heureuse et tout. Donc elle est quand même assez différente par rapport à ce que j'ai connu quand j'étais enfant, où c'était maman part de la maison stressée, revient de la maison stressée et continue à bosser à la maison. Aujourd'hui, quand on est à la maison, on n'a pas de boulot à faire, on est tranquille entre nous, et donc ça a un peu changé du tout au tout. Durant cet épisode, on parle beaucoup effectivement des relations avec les producteurs. C'était très important pour elle, effectivement, cette base d'avoir ce côté relation, justement, puisqu'on parlait de RH, ce côté relation humaine avec les producteurs. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle t'a transmis, ça ? Oui, c'est quelque chose qu'elle m'a transmis, et c'est un truc auquel qui était important pour moi aussi. Moi, avant de faire de la cuisine, j'ai travaillé sur les marchés pendant 6 ans. Donc Oui, tu avais déjà ce côté, même si c'était pour faire de l'argent comme tous les étudiants, j'imagine, hein, ouais. Mais il y avait quand même ce côté appétence du marché, quoi. Ouais, tout à fait. Et du coup, moi j'adorais parler avec mes clients et avoir une vraie relation avec eux, etc. Et donc c'est venu un peu naturellement en cuisine aussi. Et vu que c'était important pour ma mère, c'est devenu très vite important pour moi aussi. Et aujourd'hui, je me verrais pas travailler sans cet aspect-là de bonne entente avec les producteurs avec qui on travaille, et de travail en intelligence, et voilà. Tout à l'heure, j'irai effectivement avec Frédéric, on ira rencontrer votre maraîcher qui est justement sur le marché. Est-ce que vous allez régulièrement, pas forcément sur le marché, mais je veux dire directement rencontrer les producteurs ? Alors pour le coup, je vais assez souvent au marché. Parce que en plus j'habite, le marché se situe entre mon chez moi et le restaurant, donc il m'arrive régulièrement. Donc t'es obligé de passer, quoi. C'est ça, je suis un peu obligé de passer, et il m'arrive régulièrement d'y aller le jeudi matin pour voir un peu quelles sont les nouveautés, qu'est-ce qu'on pourrait changer sur le menu avec ce qu'il y a de nouveau. Je vais aussi voir les gens avec qui je travaillais avant quand je travaillais au marché, donc c'est quand même sympa. Et je vais assez peu voir les producteurs sur les exploitations. Mais je suis toujours curieux de savoir comment ils travaillent, etc. Je passe souvent pas mal de temps au téléphone avec eux. Quand j'appelle mon fournisseur de poissons, j'appelle pas juste pour passer une commande, je prends des nouvelles, on demande comment va la météo, comment vont les affaires. Surtout qu'en plus il est sympa, Mathieu Chapelle, quoi. Mathieu Chapelle est top. Mathieu Chapelle est top, et son collègue Jim Lemaire est top aussi, et donc on s'entend super bien, et donc c'est toujours un plaisir de les appeler juste pour prendre des nouvelles, quoi. Je sais que parfois il embarque les chefs sur le bateau à 4h du matin au Gros du Roi. Est-ce que tu as déjà tenté l'expérience, ou est-ce que tu aimerais tenter l'expérience avec lui, juste pour voir à quoi ça ressemble ? Alors j'ai jamais tenté l'expérience, en revanche on en parle souvent avec Jim au téléphone, et normalement on va s'organiser ça pour cette année, à un moment où je prévois de descendre dans le sud. Je prévois de faire un petit crochet par le Gros pour aller faire une sortie en mer avec eux, parce que ça me tente vraiment beaucoup. Ouais. Alors voilà, moi je viens de m'installer à ma table, comme dans chaque épisode. C'est une jolie petite table en bois. Voilà, on commence à m'apporter un peu du pain. J'ai un joli verre, j'ai des jolis couverts aussi qui sont à la fois en bois et en inox. C'est très clair comme petit restaurant. Alors effectivement, on l'a dit tout à l'heure, hein, ça fait à peu près 20-25 mètres carrés grand maximum, mais il y a une grande baie vitrée, donc ça fait quand même un restaurant assez clair, même si aujourd'hui, au moment où j'enregistre cet épisode, c'est un peu nuageux. Et voilà mon premier plat qui arrive, et surtout il est servi par la chef Frédéric Triquet. Alors vous avez un thon rouge de Méditerranée, donc c'est le thon de Mathieu Chapelle, qui vient du Gros du Roi. Il est juste snacké, donc il est cru à l'intérieur. Il est surmonté d'un petit gel d'arêtes de poisson. Et il est servi avec un arroz blanco, donc une soupe ail amande, qui a été faite avec un lait d'amande qu'on fait nous-mêmes avec des amandes françaises. Et il est ensuite agrémenté d'huile infusée, une huile au paprika fumé et une huile de poireau. Alors là, vous avez les petits pigeons de monsieur Joël Poirier, qui est donc installé près de Rennes, à Louvigné-de-Baie. Très jolis petits pigeonneaux. Alors ils sont rôtis, il est rôti, levé bien sûr, hein.
La petite cuisse, je suggère de la manger avec les doigts parce qu'elle est plus facile qu'au couteau. Et puis là, on a un roulé de chou pointu qui est surmonté de champignons éringuis. Donc c'est des pleurotes, c'est la pleurote du panico, qui est traitée en deux façons. Là, il y a les pieds sont frits en petite julienne de pieds de champignons frits et le chapeau est rôti sur la plancha. Qu'est-ce qu'il raconte ce plat? Donc, on a parlé effectivement de ton producteur de pigeons, où il y a une question presque de fidélité avec tous les deux, et sinon le reste. Alors le producteur de pigeons connu pendant le confinement parce qu'il ne vendait plus rien, donc on ne le connaissait pas, on l'a connu grâce à un autre chef qui avait fait un petit appel au secours, donc on l'a appelé, on s'est mis à acheter des pigeons, à faire manger du pigeon à tous les gens du quartier. Voilà. Et ensuite on a poursuivi la relation parce qu'on la trouvait vraiment chouette et on n'a pas voulu laisser tomber. Et pour le reste, c'est vraiment la saison, quoi. Le chou, les gens sont toujours surpris de voir qu'on met du chou à la carte, alors on leur explique que le chou c'est délicieux. Surtout le petit chou pointu de saison, comme ça, primeur. Et puis après, il y a la petite touche végétale, toujours un petit condiment qui apporte un petit plus au plat. Donc là, en l'occurrence, c'est une purée de persil qui est surmontée de petites feuilles de livèche et évidemment un jus. Alors ça, les jus, nous, on adore faire ça. Donc tous les cuisiniers savent de quoi je parle, mais pour les clients, c'est juste une sauce qui est faite avec les carcasses, les os, de la viande bien rôtie et qui apporte vraiment un plus de goût au plat. C'est quoi le dessert, Simon? Le dessert, là, c'est un dessert autour du kiwi et de l'estragon. Donc le kiwi qu'on a travaillé en deux manières. Donc il y a une glace, un sorbet au kiwi et à l'estragon. Et on l'a travaillé aussi en salade, donc à cru, juste taillé en cubes et légèrement roulé dans une huile d'estragon. Et ensuite, pour accompagner ça, on a une mousse très légère de lait ribot à la vanille et un sablé très craquant réalisé avec de la poudre de jaune d'œuf. Donc ça lui donne un aspect vraiment très sablé et délicieux. Donc c'est un vrai dessert de cuisinier, quoi. Exactement, un dessert de cuisinier, tout à fait. Merci beaucoup. Ça va, ça s'est bien passé? C'était délicieux, merci beaucoup. Oui. Hein. Bon, Non, franchement, et puis je vois Simon avec son aide en cuisine, c'était vraiment top. C'était très 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 bien. Merci beaucoup, c'est très gentil. Eh bien écoute, je te propose qu'on aille voir notre maraîcher au marché, puisqu'on a besoin de lui parler 2 minutes. Et puis on reviendra prendre un petit café ici pour finir l'entretien. Allez, écoute, je plie tout ça et puis je te suis, quoi. Parfait. Ah bah tiens. Voilà, je m'assois sur le siège et puis je vois un autocollant, il y a écrit « Je suis l'intelligence artisanale ». Et c'est un autocollant du Collège culinaire de France. Bah ça, on va en parler justement un petit peu sur le chemin. Qu'est-ce que c'est le Collège culinaire de France pour les gens qui ne connaissent pas? Il y en a encore. Le Collège culinaire de France, c'est un collectif, c'est une association, mais en fait, pour la forme juridique, importe peu. C'est un collectif qui a été créé il y a une dizaine d'années par Christian Regoubi, accompagné d'une douzaine de grands chefs, sous le leadership à l'époque de Alain Ducasse et Joël Robuchon. Ils ont créé ce collectif justement pour promouvoir l'artisanat culinaire, on va dire par opposition à une tendance à l'industrialisation qu'on voit malheureusement beaucoup dans le domaine de la cuisine et parfois de la gastronomie. Ce collectif rassemble des restaurants qui sont attachés à la cuisine, la vraie cuisine artisanale, et non pas la cuisine comme on voit dans certains endroits où on fait couvrir des sacs plastiques de plats déjà préparés. Et le lien avec des producteurs qui, eux, ont chacun une singularité et donc qui nous garantissent quelque part une diversité de produits, de saveurs, de terroirs, etc. Et donc ce collectif est né donc il y a une dizaine d'années, il s'est développé, il compte aujourd'hui à peu près 3000 membres, dont à peu près une grosse moitié, on va dire peut-être 60% de restaurateurs et 40-45% de producteurs dans tous les domaines. Alors quand je dis restaurateur, je parle bien sûr de ce qu'est un restaurant au global, c'est-à-dire pas seulement la cuisine, c'est pas une association de chefs, on parle vraiment des restaurateurs et de la mise en avant à la fois des métiers de la cuisine et des métiers de la salle, de l'accueil, de la qualité de l'accueil. Et donc le Collège culinaire de
Île-de-France est très attaché à ce qu'on appelle au sein de ce collectif la haute valeur relationnelle, c'est-à-dire que c'est très bien, l'excellence c'est nécessaire, c'est très important, etc. Mais fondamentalement, ce qui nous lie tous, c'est de développer des relations saines, durables, positives, constructives, dans un modèle vertueux, dont on est convaincu qu'il est porteur de valeur ajoutée, au-delà de la valeur ajoutée strictement économique. Donc toi, effectivement, le restaurant Saison est membre du Collège Culinaire, parce qu'on va dire, c'est pas toi, c'est le restaurant qui est membre du Collège Culinaire, mais toi, par contre, tu es référente. Et donc, tu fais partie des chefs qui vont aller voir si d'autres peuvent rejoindre l'aventure, c'est ça ? Exactement, alors c'est même plus que ça, parce que pour ce qui me concerne, je trouve que ce collectif est porteur de sens et moi m'a apporté beaucoup dans la rencontre avec des gens avec qui maintenant on est devenus vraiment partenaires. C'est pas un carnet d'adresses, hein, c'est beaucoup plus que ça, c'est une famille. C'est une famille et une façon de voir le métier. Et donc effectivement, je participe à la sélection et au choix, à la validation des candidatures, mais parfois aussi, je rencontre des gens, alors, notamment je vais parler de mon producteur d'amandes par exemple. Mon producteur d'amandes dans la Drôme, c'est quelqu'un que j'avais trouvé en cherchant un producteur d'amandes française, et quand je l'ai entendu parler de son métier, la manière dont il l'envisageait, comment il cultivait ses amandes et tout, je lui ai parlé du collège, je lui ai dit mais vous connaissez pas le collège culinaire? Il m'a dit ah non, je sais pas ce que c'est. Bon, il travaillait déjà avec tout un tas de grands restaurants de très grande renommée. Il n'avait pas entendu parler du collège culinaire, donc je lui en ai parlé, il a trouvé ça intéressant, il a postulé et évidemment il fait maintenant partie de ce collectif. Donc moi je mets un point d'honneur aussi à proposer au fil de mes rencontres à des gens quand ils sont dans cette même démarche dont on a parlé, de s'inscrire, enfin de proposer de nous rejoindre, parce que plus on sera nombreux à faire vivre cette vision de l'artisanat culinaire, plus on préservera la diversité et puis une certaine manière de voir l'avenir de la restauration. Bon voilà, on va arriver au marché. Allez, j'ouvre la porte, j'essaie de faire attention. Hop! On va aller voir Julien, qui a déjà tout rangé, hein, Julien. Julien est déjà parti. A few moments later. Bon, on a fait le tour du marché et finalement Julien est pas là. Bon, on va rentrer au restaurant alors. Voilà. C'est bien dommage à mon avis. Bah oui, il a c'est deux. dommage, mais je crois qu'il avait un deuxième marché où il fallait qu'il parte remballer, donc manifestement le service a un peu duré, donc il nous a pas attendu. Mais bon, c'est un chic type quand même, hein. Oui, on oui, l'aime quand même. On l'aime quand même, on l'aime quand même. Bon, on aurait dû rencontrer donc Julien Collat. Bon, il n'était pas là. Voilà, on va dire c'est les aléas du presque direct. C'est ça qui est rigolo. Je le garderai, hein. Franchement, je le garde dans le podcast, hein, que Julien n'était pas là, mais c'est pas grave. Pourquoi tu avais voulu qu'on rencontre Julien Collat ? Quel est le lien qui s'est passé entre vous ? Julien, c'est un maraîcher qui est donc basé en Île-de-France et qui est présent sur un certain nombre de marchés, et notamment sur le marché d'Asnières et sur le marché de la ville voisine de Bois-Colombes, ce qui pour nous est très bien parce que ça nous permet d'avoir organisé des livraisons, parce qu'une des difficultés, c'est qu'en général, ceux qui livrent, c'est surtout les grossistes, donc ce n'était pas trop ce que je cherchais. Et là, avec Julien, on s'est mis d'accord pour qu'il puisse finalement nous livrer, comme il fait 4 marchés par semaine à proximité de chez nous, il peut nous livrer au moment où il vient au marché. Donc ça c'est une première chose, ça c'est un aspect plutôt pratique, mais surtout on a trouvé ces légumes vraiment tout à fait chouettes, goûtus, bien cultivés, bien élevés, et on a trouvé le personnage également très agréable. C'est un jeune maraîcher, il fait ça avec talent et passion, il a repris une exploitation qui était familiale, et c'est
quelqu'un qui, quand il arrive pour livrer sa caisse de légumes le matin, il a toujours le sourire, il a la pêche, il aime ce qu'il fait. Et puis ce qu'il aime, c'est de voir aussi comment on transforme ce qu'on lui achète. C'est-à-dire qu'il est parfois surpris de ce qu'on fait avec ses légumes. Il dit j'aurais jamais pensé à les faire comme ça, etc. Et on peut discuter avec lui de ce qu'on veut en faire pour qu'il puisse nous choisir le légume adapté. C'est-à-dire qu'on prend pas par exemple la même maturité pour un fruit selon qu'on veut en faire un fruit cuit, un fruit cru, une glace, voilà. Donc Il est à l'écoute, quoi. il est complètement à l'écoute, il est même très intéressé à ce qu'on ne soit pas simplement dans une relation client-fournisseur. Et de la même façon, il va nous prévenir quand ça va bientôt être la maturité de telle ou telle variété de légumes ou de tel ou tel fruit. Il va nous dire, voilà, d'ici 15 jours, je vais avoir ça. Et on peut anticiper un peu aussi en fonction de ce qu'il nous dit, de l'état de la saison chez lui. Parce que la saison, c'est pas un truc universel. Par exemple, lui, il n'a pas d'asperges pour l'instant, et nous, on achète nos asperges en ce moment à un agriculteur, un producteur d'asperges avec qui on a une très belle relation aussi dans le sud, à Malmort, parce que en ce moment, c'est la saison à Malmort. Et puis, quand Malmort aura plus d'asperges parce que ce sera la fin, et l'Île-de-France prendra le relais. Donc la saison, c'est aussi fonction de la région. Ça, je pense que tout le monde l'a maintenant bien compris. Et du coup, voilà, avec Julien, quand c'est la saison chez lui, c'est une façon de se fournir au plus près avec quelqu'un qui vend sa propre production et qui est un jeune agriculteur. Et moi, ça me fait plaisir de faire travailler des jeunes qui, dans ces métiers assez difficiles, ont encore la niaque et le courage de faire ça. Allez, on revient au restaurant et puis on va se prendre un petit café avec Simon. Un café, Fred ? Oui, avec plaisir. Frédéric Triquet, Simon Triquet, mère et fils, merci de m'avoir reçu dans cet épisode des Deux mains sur la table. Comment on imagine l'avenir d'un lieu comme celui-ci ? On continue tous les jours, en fait, et on essaye d'apporter des nouveautés petit à petit. Est-ce qu'on y réfléchit justement aux nouveautés, ou alors on se laisse porter par le temps et puis on voit ce qui arrive ? Un peu les deux, mon général. En tout cas, après ça, c'est un peu c'est assez personnel aussi. Hein. On y réfléchit forcément. Parce que y a une question de... Moi, j'ai commencé tard dans ce métier, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc maintenant, j'ai 66 ans. J'ai pas du tout l'intention de m'arrêter, mais enfin, il faut quand même réfléchir au jour où j'arrêterai. Simon, à l'inverse, est jeune, mais il a sa liberté. Hein, et il parlera pour lui-même. Donc, pour l'instant, on travaille ensemble et j'en suis ravie, mais il est libre. Comme tout le monde. Et puis, en fait, moi, j'ai toujours tendance à penser au coup d'après. C'est une tournure d'esprit. Donc, à chaque fois qu'on est arrivé à un certain stade, que ce soit dans notre équipement, que ce soit dans notre cuisine, que ce soit dans l'aménagement des locaux, dans la façon dont on parle de notre restaurant à droite à gauche, chaque fois, je me dis, on pourrait passer à faire... Alors, par exemple, je ne sais pas si on le fera, parce que ça nécessite un investissement conséquent, mais en ce moment, on réfléchit à la maturation du poisson, par exemple. Donc, voilà. Récemment, on s'est équipé de matériel dont on pensait que, vu notre taille, on ne s'équiperait jamais parce que c'est des matériels assez onéreux. Il n'empêche que ça nous apporte quand même beaucoup de... par exemple, du matériel pour faire nos glaces. Par exemple, la capacité à mettre sous vide de façon vraiment professionnelle. Bon, c'est des choses qui peuvent paraître un peu des détails, mais qui changent vraiment beaucoup la manière de travailler, le gain de temps. Donc à la fois, encore une fois, toujours la même chose, à la fois la qualité de la cuisine et puis le confort des équipes. Donc il y a toujours un coup d'après auquel on est plus
plus ou moins en train de réfléchir, soit chacun de notre côté, et puis on met en commun, soit chacun part dans une direction différente, et puis on se dit tiens, on pourrait faire ça, est-ce que ça aurait de l'intérêt, ou j'ai envie de travailler tel type de choses, comment on pourrait faire. Typiquement les glaces, c'était une idée de Simon. Moi je m'étais dit bon, on fera jamais de glace ici parce qu'on n'a pas la place. Puis finalement, ben voilà, on a essayé de le faire et puis on l'a fait et ça nous plaît bien. Et je crois que ça plaît à nos clients aussi. Donc non, c'est un perpétuel. Vous savez, dans les entreprises que j'ai fréquentées avant, il y a des process qui sont bien connus. Les auditeurs qui travaillent dans l'industrie se reconnaîtront de ce qu'on appelle l'amélioration continue. Ben, on est vraiment là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on pense en permanence à ce qu'on pourrait faire différemment, mieux, un cran plus loin. Typiquement, on ne faisait pas le tri de nos déchets organiques, maintenant on fait un compost. On servait des boissons, par exemple j'ai parlé des sodas tout à l'heure. Bon, bah, comme tout le monde, on avait des sodas classiques parce qu'il y a de la demande, mais c'est pas parce qu'il y a de la demande qu'on va continuer à le faire. Donc là, on est passé à plus aucun soda industriel. Donc chaque fois, on a une idée supplémentaire pour aller un cran plus loin dans une démarche à la fois un peu écologique au sens large du terme, et puis d'amélioration de la qualité pour nous, notre équipe, et pour nos clients. Donc c'est perpétuel. Simon, qu'est-ce que tu peux ajouter par rapport à ce que ta maman vient de dire ? J'ai pas grand chose à ajouter par rapport au fonctionnement du restaurant parce que effectivement je trouve que le concept d'amélioration continue est vraiment, c'est vraiment ce qu'on fait. Ce que je pourrais ajouter, c'est par rapport à moi et mon avenir, parce que comme elle l'a dit, je suis plus jeune et j'ai un peu plus de temps devant moi. Mais j'y réfléchis pas énormément. En ce moment, je suis bien comment je suis. J'ai une petite activité à domicile que je développe un petit peu à côté, mais je réussis quand même à associer les deux très bien. Donc, tu es chef à domicile ? Ouais, je suis aussi chef à domicile pour des clients privés, des événements, ça peut être des mariages ou autres. Et tu travailles de la même manière que tu travailles au restaurant. Je veux dire, maintenant c'est une philosophie de travail qui est ancrée en toi. On travaille de la même manière quand on travaille sur un lieu fixe que quand on travaille effectivement pour d'autres personnes. Je veux dire à titre presque privé, quoi. Ouais, tout à fait. Je travaille toujours de la même manière, donc j'ai toujours ce point d'honneur à travailler avec des bons produits. Donc je me fournis chez les mêmes fournisseurs qu'on prend pour le restaurant. Toujours des produits de saison, le plus local possible, donc pas de fruits exotiques, etc. C'est quelque chose que j'impose généralement à mes clients quand on me demande de faire des prestations. Et j'essaye aussi d'être au plus proche d'eux, c'est-à-dire je vais pas forcément imposer de menu, je vais essayer de discuter avec eux, voir ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont envie de manger, s'ils sont prêts à découvrir des choses qu'ils n'ont jamais découvertes, etc. Et ça marche plutôt bien, les gens sont contents et moi je m'y retrouve, que ce soit financièrement que humainement, donc c'est très cool. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore réellement abordé, mais justement tu vas me donner ton avis dessus. C'est même pas ton avis, c'est plutôt comment toi tu envisages la chose, c'est l'anti-gaspi. Aujourd'hui on parle beaucoup d'anti-gaspi, effectivement les générations d'avant s'y intéressaient pas plus que ça, même s'il y a certains chefs qui me diront mais si on y a toujours fait attention. Bon voilà, on le sait que c'est pas toujours vrai. Comment toi tu prends ton métier par les cornes pour justement faire une sorte de la plus petite poubelle possible, on va dire? Au niveau de l'anti-gaspi, alors je suis assez d'accord sur le fait qu'on n'en a pas eu, enfin on n'y a pas porté grande importance pendant longtemps. Le fait est que même quand on n'y portait pas grande importance, il y avait quand même des gens qui faisaient toujours attention. Nous, on a toujours un peu fait attention à ça. C'est vrai que depuis quelques années, on en parle énormément. Il y a carrément des restaurants qui ont basé leur concept là-dessus, alors qu'en fait, réutiliser les épluchures de légumes pour faire des bouillons, ce qu'on peut vraiment pas réutiliser, on le met au compost. Juste un point sur le compost, c'est que maintenant la ville d'Asnières a mis des composteurs dans les rues. Enfin, c'est pas des composteurs, c'est des points de collecte pour les déchets compostables. Et donc, si on le souhaitait, on pourrait mettre nos déchets compostables dans ces petits collecteurs. Bon, j'ai pas envie de les envahir, donc je ne le fais pas. Je fais plutôt, je ramène chez moi, parce comme on est petit, c'est gérable. Si on était plus gros, on aurait un composteur dans la cour derrière, ce qui serait tout à fait possible. Et puis, j'imagine que le fait de travailler un petit peu sur l'anti-gaspi, pour une petite structure comme celle-là, il n'y a pas d'argent à gaspiller, quoi. Donc, il faut vraiment travailler dessus, même d'un point de vue justement économique peut-être.
Ouais, tout à fait. Et puis même, ça reste un challenge. Quand par exemple, on voit qu'à la fin d'un service, il y a du pain qui a été coupé, qui n'a pas été servi au client, qu'on peut pas forcément le servir le lendemain, on se demande ce qu'on va en faire. Au lieu de donner un peu du pain rassis au repas du personnel, et ben, on préfère réutiliser ce pain, le mixer, en faire une chapelure croustillante, l'utiliser pour faire un plat, une entrée dans le menu déjeuner ou quoi que ce soit. Et donc ça nous force à faire des choses et parfois on fait des belles découvertes, donc c'est très enrichissant. Merci beaucoup en tout cas, vous m'avez déjà extrêmement bien reçu. J'ai passé quelques heures avec vous qui étaient extrêmement agréables. Là, effectivement, les auditeurs peuvent écouter juste 45 minutes à peu près de cette rencontre, mais c'était extrêmement sympathique, même si on n'a pas pu rencontrer effectivement Julien Collat, le maraîcher. Mais en tout cas, on a compris qu'effectivement, vous travaillez avec le cœur et surtout, vous travaillez avec l'humain. Et ça, c'est le plus important. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Fred. Merci à toi, merci bien. Entre transmission et évolution, Frédéric et Simon Triquet esquissent ensemble une autre façon de faire de la restauration en lien étroit avec celles et ceux qui produisent. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à noter ce podcast et à le partager autour de vous. Les deux mains sur la table, un podcast en immersion par Fred Ricou.